Voici la voiture Toyota la moins chère sur le marché, la Corolla L. Que reste-t-il des voitures thermiques abordables? Est-ce encore une option pertinente dans le marché d'aujourd'hui? On vous dit tout ça dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Cette semaine, j'ai la chance de conduire une Corolla L. Donc, Toyota là, a eu la, je pense, brillante idée de mettre dans la flotte de presse la voiture la plus abordable qu'ils offrent, là, la Corolla. On va vous donner les prix dans la conclusion. Mais bon, c'est vraiment là, le modèle de base. Corolla L, en blague à plus de millage, quand il y a des modèles L chez Toyota, on appelle ça des modèles loser parce que c'est comme le modèle de base, mais il faut faire attention, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Historiquement, les modèles L étaient les plus luxueux et ça voulait dire Luxury ou LE, Luxury Edition, quelque chose comme ça. Ou du moins, c'est ce qu'on présume. Mais bref, on essaie la Corolla de base aujourd'hui sous l'angle de qu'est-ce qu'ont à offrir les voitures thermiques abordables. Cette voiture-là est bien sûr moins chère là, que tout autre véhicule électrique ou hybride branchable sur le marché. Ça vient avec des émissions, avec une consommation d'essence. Mais on va quand même faire le tour du véhicule et vous dire ce qu'on en pense. Première chose que je veux mentionner, sous le capot, nous avons un 2 litres de 169 chevaux allié à une CVT. Dans les impressions de conduite sur la route, on va vous dire ce qu'on en pense. J'ai des commentaires là-dessus. Puis on va aussi là, vous faire le tour de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, puis vous parler de qu'est-ce qu'on a ajouté, ou plutôt qu'est-ce qu'on a enlevé pour aller chercher un prix de base là, qui était inférieur dans cette version-là. Pour s'approcher de notre Corolla, nous avons besoin de cette clé qui, vous voyez, inclut une clé physique, donc pas d'entrée sans clé. Donc ça, c'est le premier artefact associé à la nature de base de notre véhicule. J'aime quand même ça, avoir une clé physique. Puis, est-ce que ça nous protège peut-être un peu contre le vol de véhicule? Je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que les voleurs sont des gens d'opportunité, pas des gens de détermination. Peut-être que ça aide. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez quelque chose. On se rapproche, nous avons ces roues de 15 pouces avec enjoliveur et des pneus Firestone. Donc vraiment, là, des roues de 15 pouces, c'est devenu très peu commun dans le marché. Personnellement, je trouve le look de la Corolla bien. J'apprécie encore plus celui de la version à haillons, mais vraiment, là, je pense que ça reste une voiture quand même bien réussie. Elle n'a pas tant changé dans les dernières années. Mais tout de même, là, je pense que Toyota a quand même bien réussi le look. Nous n'avons pas de mention du modèle ou de la version L à l'arrière, donc c'est juste écrit Corolla. Pas non plus de mention hybride puisque c'est une voiture thermique. On a quand même là, des pare-chocs qui sont peinturés. Des fois dans les VUS, là, chez Toyota, les versions de base, on y allait avec des pare-chocs là, en plastique non peints, mais c'est pas le cas ici. Puis on va aller à l'intérieur. Donc, c'est un intérieur qui n'est pas super volumineux. Peut-être que ça montre un peu l'âge de la plateforme. On prend notre clé. On va démarrer notre véhicule. Donc, nous avons là, un combiné d'instruments ici qui est analogique avec un petit affichage au centre, un volant gainé là, de plastique légèrement souple. C'est vraiment là, le festival du plastique dur à l'intérieur, mais c'est ça à quoi il faut s'attendre pour un modèle comme ça. On a quand même des surfaces moussées là, ici sur le tableau de bord, mais sinon, Alexandre probablement ferait une crise d'urticaire. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. On a un écran central là, avec les fonctionnalités Android Auto, Apple CarPlay et autres classiques. Puis, est-ce qu'on a la navigation dans le modèle de base? Eh bien, oui, donc là, Toyota ici n'est pas venu là, associer ça à une version supérieure. Donc, probablement qu'on réutilise le même système d'infodivertissement dans tous les modèles de la gamme. Au niveau de la climatisation, c'est là qu'on a quelque chose de fascinant. Donc, des contrôles manuels de la température ainsi que de la ventilation. Donc là, ça, c'est quelque chose de plutôt rare dans le marché, mais le 4Runner, qui coûte près de 60 000 $, sa version de base est aussi équipée de ça. On a quand même l'air climatisé, donc il n'y a plus vraiment là, de constructeur. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait de modèles sur le marché actuellement qui soient disponibles sans air climatisé. Mais bref, un peu plus d'action manuelle, là, pas de climatisation automatique, donc vous allez devoir faire des ajustements au besoin. On a ici
le fameux bouton pour désengager le contrôle de la traction. Donc, dans une voiture à traction avant, ça peut être pertinent. Et chez Toyota, on l'a bien placé. C'est pas caché dans un menu là, ici, ce que j'apprécie bien. On a ici, quoi? Le régulateur de vitesse adaptatif. On va y revenir un peu durant l'essai routier. On note que c'est assez sobre comme intérieur. Très peu de boutons là, dans la Corolla. On a juste ce dont on a besoin. Ça demeure la voiture de base, mais on n'a aussi pas tant de blank switch, comme on dit, ou de boutons là, cachés. Donc, au moins, on n'est pas en train de nous rappeler, là, comme dans certains autres modèles Toyota qui sont plus hauts dans la gamme. Là, je ne parle pas de Corolla, mais d'autres véhicules où on a beaucoup de ces boutons cachés-là, même des fois dans les versions les plus luxueuses, ça fait un peu bizarre. Mais là, ici, what you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Et voilà. Donc, on va aller faire un tour au place arrière maintenant. À l'arrière, nous avons un intérieur très de base. Là, on voit que même ici, là, le bouton pour abaisser et monter la fenêtre, ça reste des fenêtres électriques, là, mais il n'est même pas identifié. Encore une fois, on répète ici là, les plastiques, quand même un petit accent là, ici de tissu. Un tout petit rangement, on pourrait se croire dans une Corolla 2004, mais pas de prise là, à l'arrière pour les enfants. Ce que je trouve intéressant aussi à l'arrière, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a l'occasion de prendre des taxis ou des Uber, c'est une voiture qu'on voit quand même circuler. Puis je pense que la raison pour laquelle ces voitures-là circulent tant que ça, c'est que ça demeure probablement l'un des véhicules avec le coût de revient là, sur sa durée de vie totale là, qui est les plus faibles. Peut-être qu'avec un hybride, si on roule beaucoup, on est capable d'aller chercher moins de coûts. Mais en termes là, de frais d'entretien, de coûts à l'achat, de coûts d'opération, probablement l'un des véhicules les plus économiques sur le marché. Ce serait difficile d'aller rattraper la valeur de ce véhicule-là en achetant un véhicule électrique, puis en sauvant sur l'essence aussi. Bon, les coûts d'assurance et tout, ça reste là un véhicule qui est parmi les plus abordables du marché, mais le standard d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes prix qu'il y a quelques années. Au niveau du coffre, si on vient l'ouvrir, nous avons quand même un bouton sur notre fameuse clé physique. Bon, on a l'ouverture automatique, là, mais il faut, après ça, manuellement finir d'ouvrir le coffre. Quand même de l'espace pour venir placer ici. Bon, j'ai mon équipement là, de tournage. Puis nous avons un pneu de secours physique. Donc, un vrai pneu de secours. Donc, quand même, là, on n'a pas négligé ça. Dans la version hybride, il n'y aurait pas de pneu de secours puisqu'il y a, ou plutôt la version hybride à traction intégrale, là, il y a la mécanique là, de la motorisation arrière qui est cachée ici. Nous voici maintenant au volant de la Corolla L 2025. Quel genre d'impression de conduite j'ai sur la voiture Toyota la moins chère sur le marché? Bon, on va se concentrer d'abord au niveau de la motorisation du groupe motopropulseur. On a un 2 litres de 169 chevaux. C'est quand même bien parce que c'est seulement 1 chevaux de moins que ma fameuse Corolla XRS d'il y a 20 ans. La livraison de cette puissance-là est bien différente. Donc, c'est un moteur 2 litres. Puis, ce que j'apprécie, c'est que, historiquement, la Corolla avait un moteur 1,8 litres. Puis, il y a encore des moteurs 1,8 dans la gamme de Toyota, mais on a un peu repoussé ça. On était vers un peu plus de puissance. Puis, je pense que ça se sent dans le véhicule. Le tout est couplé à notre boîte CVT. Mais il y a quelque chose de spécial qui a été ajouté à cette CVT-là. Il y a ce que l'on appelle en anglais un launch gear, vitesse de démarrage. Là. Essentiellement une transmission à variation continue. Ça a historiquement le problème ou la limitation qu'au démarrage, c'est comme pas top parce que bon, il faut atteindre un certain régime moteur là, pour engager la CVT. Puis c'est plus comme motorisé là, puis actif comme système dans les voitures modernes. Il y a quand même toujours une petite limitation, peut-être une petite hésitation au départ. Bien, ce qu'on a fait dans la Corolla, c'est qu'il y a vraiment là, un engrenage physique, solide, mécanique qui assure le démarrage. Donc, ça nous donne beaucoup plus de couple au démarrage, ou plutôt, ça assure là, un démarrage là, qui est beaucoup plus ferme. Puis je pense que ça vient corriger un des éléments là, des CVT typiques. Il y a aussi là, des rapports qui sont simulés. Donc, quand je conduis la voiture, on va simuler là, des changements de vitesse. Je n'ai pas lu de documentation de la part de Toyota, mais ça ressemble un peu à ça. Mais si on est en forte accélération, mais là, on va aller chercher le régime moteur optimal pour optimiser l'accélération, puis tout va se faire là, comme dans une CVT régulière. Donc, je suis quand même content de ne pas avoir une puissance qui est
anémique. C'est un problème ou un enjeu que j'avais soulevé au niveau de la Corolla hybride. Il y a encore seulement 138 chevaux. Alors que la Prius en a 200, Prius Prime 220 chevaux. Donc on voit là, que Toyota, dans sa gamme actuellement, là, pousse un peu vers quelque chose que je favorise, là, qui est de mettre des plus grosses motorisations dans ses modèles. Puis sans essayer là, de trop segmenter la gamme d'un point de vue commercial en disant « Ah, mais ça, c'est la plus petite voiture, le plus petit moteur. » Donc, la Corolla, elle a le 2 litres et c'est super bien. Si on avait une Yaris en Amérique du Nord, peut-être qu'on aurait plus de segmentation. Mais ça, c'est la motorisation de base plus puissante que l'hybride. Je pense que la Corolla hybride, elle, devrait ou mériterait d'avoir une mécanique qui est plus tirée de la Prius avec 200 chevaux. Au niveau de la suspension, on sait que la Corolla, c'est l'une des voitures les moins chères sur le marché. Pas réputée pour sa dynamique de conduite. Là, on ne fera pas de conduite super dynamique aujourd'hui sur la route, mais je vous le dis, c'est définitivement calibré pour le confort et non pas pour la performance sportive. Le tout est amplifié par la présence de pneus de 15 pouces, ou de roues de 15 pouces plutôt, ce qui se fait assez rare dans le marché. Ça devient là, plutôt là, anecdotique de voir des véhicules en pneus de 15 pouces. Mais ça contribue, je pense, à avoir un confort là, qui est très adéquat dans un véhicule qui pourtant là, est très abordable et qui n'a sûrement pas une suspension très poussée autant dans sa calibration que dans son design. Fait que ça, quand même un choix intéressant. D'ailleurs, j'ai été regarder, puis on peut avoir des pneus d'hiver pour cette voiture-là, de grande marque, là, pour environ 100 $, voire un peu moins de 100 $. Il y a toujours des pneus là, de marque auxquels on fait moins confiance, qui sont plus abordables, mais c'est quand même le fun de voir une voiture aujourd'hui là, où on peut acheter des pneus d'hiver qui ne coûtent pas 2, 3, 400 $ du pneu comme dans bien des modèles, parce que les constructeurs tentent de nous pousser des roues de grand diamètre qui augmentent là, le style de leur véhicule. Quoi dire de plus? Au niveau de l'espace, là, je me sens un peu restreint. On avait essayé la K4 récemment, puis je me disais, ah, la K4, c'est le fun, c'est comme une voiture moderne, mais on a enlevé des choses pour la rendre plus abordable. Là, au niveau de la Corolla, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une voiture qui est un peu vieillotte, peut-être que la plateforme est un peu plus vieille. Dans tous les cas, là, on a un habitacle qui est un peu plus restreint. On s'en rend moins compte quand on embarque dans le véhicule, mais quand on le conduit pendant un certain temps, c'est quelque chose qui transparaît. Donc, il y a cette réalité-là. Mais au moins, on a pas mal tout ce dont on a de besoin. Quelque chose là, qui m'a irrité cette semaine, j'ai conduit la voiture toute la semaine, c'est l'absence de climatisation automatique. En même temps, c'est la version la plus de base. Donc, on ne va pas blâmer le Toyota pour ça, bien sûr. Néanmoins, pas de climatisation automatique. Donc, le matin, monte le chauffage. Le soir, baisse le chauffage. Ajuste la puissance de la ventilation. Donc, à quelque part, il faut qu'on fasse des sacrifices pour réduire le coût. J'ai plus l'impression que c'est une question de segmentation. Chose importante aussi que je veux mentionner, puis là, ça, c'est définitivement là, un compliment à Toyota. Tous les modèles Toyota, y compris cette Corolla L, qui est le modèle le plus de base, sont équipés de la suite Toyota Safety Sense. Donc, ça veut dire que même si vous achetez le véhicule le plus abordable de toute la gamme, de toute la marque, vous avez le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que, essentiellement, là, toutes les aides à la sécurité, tout ce qui va favoriser la sécurité de votre véhicule, freinage automatique et ce genre de choses-là. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais je pense que Toyota met l'emphase sur la sécurité et ça nous fait gagner le régulateur de vitesse adaptatif dans un modèle très de base. Donc ça, là, je vais leur lever mon chapeau pour ça. Que reste-t-il donc des voitures thermiques abordables? Bien, il nous reste une offre là, qui est assez honnête de la part de Toyota. On va parler de prix, puis je vais vous donner mes conclusions finales ensuite. 26 800 $ pour cette version de base-là, mais la version hatchback, si vous la préférez, est vraiment très légèrement plus chère. Il n'y a pas un très gros différentiel de prix, seulement quelques centaines de dollars. Ça pourrait être un choix intéressant. Mais bon, Alexandre me disait que lui trouve que la version hatchback est un peu trop compacte. Donc, 26 800, ça serait dû par quoi en termes là, de paiement mensuel si vous la louez 48 mois incluant les taxes, 470 $ par mois, financement 60 mois, 591 $. Donc, tout de même, l'une des voitures les plus abordables. Puis ça, c'est avec des taux qui sont dans les 5-6 % qui ne sont pas nécessairement si avantageux
que ça en ce moment. Donc, il y a quand même là, une part du financement là-dedans. Pour conclure, moi, j'ai apprécié le moteur 2 litres et la combinaison avec la CVT. J'avais conduit plusieurs voitures Toyota avec des eCVT, donc des modèles hybrides. La version hybride de la Corolla, d'ailleurs, avec ses 138 chevaux, est trop anémique, à mon avis, surtout dans un monde où la Prius compte 200 chevaux sous le capot. Donc là, 169 dans la version purement thermique, très, très adéquat, surtout avec la CVT qui incorpore là, cette vitesse de lancement, la launch gear qui donne un comportement là, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus près de celui d'une transmission automatique conventionnelle. Donc, on a une offre honnête. J'ai toujours dit, puis j'ai pas refait le calcul, mais je serais quand même prêt là, à défendre l'idée que le coût total de revient sur la vie du véhicule d'une Corolla de base comme celle-ci, c'est probablement l'un des plus faibles sur le marché. Peut-être qu'on pourrait aller comparer avec l'hybride, puis que ça serait un peu similaire, là, la différence de prix versus les gains en économie d'essence, mais ça reste l'un des véhicules les plus abordables sur le marché. Et si vous voulez acheter une voiture, la garder pendant 12 ans et que ça vous ait coûté le moins cher au bout de la ligne, en considérant le financement puis en faisant une valeur actualisée nette, là, parce qu'évidemment, on ne peut pas juste répartir les gains en économie d'essence dans le temps, parce que sauver 1 000 $ par année ou 2 000 $ par année dans 10 ans, c'est pas comme sauver des milliers de dollars sur le prix de vente aujourd'hui. Donc, ça reste là un véhicule extrêmement honnête. Mais est-ce que c'est le meilleur de sa catégorie? Je suis quand même content d'avoir pu essayer la version de base ici, mais j'ai aussi pu essayer la version de base de la K4, donc la berline le compact de Kia. Et on en voit énormément sur le marché de ces Kia K4-là. Beaucoup de véhicules de flotte aussi. Peut-être qu'il y a des rabais chez Kia pour ces clients corporatifs-là. Mais la K4 me frappait comme une voiture plus spacieuse, plus moderne aussi. C'était comme une voiture moderne où on avait enlevé certaines fonctionnalités pour la rendre plus de base. Dans la Corolla, elle, ici, à part au niveau de la climatisation, on a comme vraiment l'impression que ce qu'on a, c'est ce que la voiture a à offrir. Ça fait peut-être un peu paraître là, un peu plus daté le véhicule dans son intérieur, là, puis dans ses technologies, quoi qu'on a l'ensemble de sécurité Toyota Safety Sense, qui est très apprécié aussi. Et laquelle est la meilleure voiture? Bien, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je pense que sur le relativement court terme, court-moyen terme, la Kia K4 vous en offrira peut-être plus, mais la Corolla va avoir certainement une meilleure valeur de revente. Et si vous voulez la garder à très long terme, je pense que c'est un véhicule qui va être plus fiable aussi. Peut-être que c'est basé sur des préjugés, mais dans mon expérience personnelle, les véhicules Toyota sont les plus fiables, sauf quelques exceptions. Bref, une offre très, très, très honnête. Aucun problème à ce que vous choisissiez ce véhicule-là. Et c'est une voiture là, qui bien sûr challenger, disons, les arguments économiques en faveur des véhicules électriques que moi et Alexandre, on vous pousse depuis quelques années parce qu'on a la chance d'avoir des modèles très de base thermique, ce qui n'existe pas ou qui n'existe plus dans l'électrique, mais il y a des choses qui s'en viennent, puis on a bien hâte de les essayer. C'était Gabriel pour plus de millage. On va se dire à la prochaine.